Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la salle Ampère pour ce deuxième jour du Paris-Saclay Summit et notre prochaine conférence. Alors nous venons de sortir des abysses, des océans et nous allons plonger maintenant ailleurs dans les méandres du cerveau. Si je vous dis Iseut, vous pensez soit à une chanteuse, soit au récit d'amour médiéval. Eh bien non, aujourd'hui vous aurez une troisième référence parce que Iseut s'avère également être l'IRM la plus puissante au monde. Une résolution d'images inédite qui ouvre une nouvelle ère dans l'exploration du cerveau, de quoi peut-être percer le secret du filtre d'amour, qui sait. Pour mieux connaître cette incroyable Iseut, je vous demande d'accueillir Nicolas Boulan, directeur du projet Iseut et directeur de recherche au CEA, interrogé par Anne Jean-Blanc, journaliste au Point. Alors Nicolas, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi Iseut et quel est ce projet ? Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais commencer d'abord, pour répondre à ces questions, à vous présenter le panorama mondial, si on veut bien afficher les diapositives que je présente. Celle-là n'en fait pas partie. Si, il faudrait être plus en amont, parce que celle-là arrive un peu ultérieurement, non ? Voilà, donc on y est. Donc vous voyez ici, donc on était en 2001, c'est vraiment la genèse des idées ici. Et quand on regarde donc cette carte du monde, en fait, en milieu hospitalier, l'état de l'art, c'était 1,5 Tesla. Donc qu'est-ce que c'est que le Tesla ? C'est l'unité physique qui mesure l'intensité d'un champ magnétique, et c'est vraiment ce qu'on trouvait en majorité à l'époque en milieu hospitalier. Et puis, après, donc, toujours la même année, on pouvait compter une centaine d'IRM 3 Tesla dans le monde. Et puis, il y en avait un seul, là, qu'on pouvait trouver à Minneapolis, aux États-Unis, qui était de 7 Tesla. Donc, on peut faire un constat, déjà, quand on voit ces chiffres, c'est que, bon, on n'augmente pas d'un facteur 10 à chaque fois. Vous voyez, on passe de 1,5 à 3, ça augmente doucement comme ça. Mais pourtant, la présence de ce genre de machine devient de plus en plus rare. Donc imaginez, en 2001, lorsque le CEA a proposé cette idée un peu folle, qui était vraiment considérée un peu comme utopique à l'époque, de faire un aimant, un explorateur de cerveau humain basé sur la technologie d'IRM à 11,7 Tesla. Tout le monde pensait que c'était fou. Aucun industriel, et quand je parle d'industriel, je parle de Siemens, Philips, General Electric, donc vraiment des gros calibres, ne se sentait à la hauteur. Et puis le CEA, de par son expertise, ses compétences en physique des aimants supraconducteurs pour la physique des particules et puis pour la fusion, en fait, s'est senti capable de relever le défi. Donc le nom, on y vient, tout part à partir d'un opéra. Donc tout cela s'est englobé dans un projet plus global qui s'est baptisé Iseut, pour la raison que je vais vous énoncer, qui a été financé en 2005 et qui était l'idée de mon prédécesseur, Denis Lébihan. Denis Lébihan est un musicien chevronné, et comme c'était un projet franco-allemand à la base, où l'aimant était vraiment le cœur du projet pour les Français, il a voulu, comme ça, pour communiquer auprès de nos homologues allemands, un nom de code, quelque chose qui serait ici unifié autour de la musique, c'est-à-dire l'opéra Iseut, mis en musique par Debussy et Wagner. Là, je vous mets les grandes lignes, en quoi ça consiste, un IRM à 11,7 Tesla. Donc 11,7 Tesla, c'est à peu près 200 000 fois le champ magnétique terrestre. Donc c'est vraiment l'intensité ici qui en fait sa force, mais aussi les dimensions. Là. Vous voyez, ça fait 5 mètres de large, 5 mètres de long. C'est vraiment une sacrée bête. Ensuite, il y a beaucoup de spécificités liées à l'IRM, comme l'homogénéité spatiale, la stabilité temporelle et tout ça. Et puis aussi des technologies héritées complètement ici de la physique des particules, et tout ça qui baigne dans un liquide qui est de l'hélium refroidi à environ moins 269 degrés Celsius. On peut connaître un petit peu les phases de fabrication de cet énorme appareil, parce que ça semble assez colossal quand même. Alors souvenez-vous, première étape, l'idée, la proposition en 2001, financement en 2005. Après, donc, il a fallu des années et des années de recherche et développement, de prototypage. Alors tout ça a été assemblé à Belfort dans l'usine qui était à l'époque Alstom, qui a été rachetée par General Electric. Ici, vous avez quelques clichés qui vous montrent en fait
ce bobinage en fait de fil, donc il y a 180 km de fil comme ça où on fait passer 1500 ampères pour générer ce champ magnétique. Vous voyez un peu les dimensions, vous voyez ici l'empilement en fait de ces doubles galettes dans lesquelles on fait circuler ce courant. Donc beaucoup d'années destinées vraiment à prototyper tout ça et à tester tout ça. Là, je vous mets encore un cliché qui vous illustre les dimensions. Sur votre gauche, vous avez l'un des anciens directeurs de projet du côté aimant. À votre droite, vous avez l'ingénieur mécanicien. Et là, ce que vous voyez, c'est uniquement l'aimant. On arrive en 2017, donc il s'est écoulé quand même 12 ans, hein, vous voyez, le temps avance, hein, où justement, enfin, l'aimant était prêt pour quitter l'usine. Et puis, rappelez-vous, c'était fait assembler à Belfort. Donc j'ai pris le temps ici de regarder sur la carte vraiment où est-ce que c'était, à regarder les kilomètres. Donc apparemment, il y a 440 kilomètres, donc on pourrait imaginer, allez, ça prendrait 5-6 heures pour arriver à Saclay. Non, pas avec une bête comme ça. Et en fait, vous voyez, ça a pris 2 semaines tout simplement parce que ça a fait un peu tout ce tour-là, parce qu'on voulait vraiment minimiser les risques d'endommager l'aimant avec des chocs, avec des vibrations. Toutes les routes ne sont pas conçues aussi pour supporter une telle charge de 130 tonnes. Donc ça a fait le voyage. Ça a même pris le bateau. Ouais, ça a même pris le bateau à un moment. Ouais. Ah oui, tout à fait. Là, vous avez les derniers moments où c'est arrivé à Neurospin. Donc on est en juin 2017. Dernière étape, vous voyez, rentrer à la manière égyptienne. Et puis une date très importante, donc c'était en juillet 2019, où là, tous les experts de conception aimant étaient devant leurs écrans à tout regarder. On va dire, allez, on va injecter le courant et on va essayer d'atteindre ce fameux champ magnétique inégalé de 11,7 Tesla. Donc là, vous avez tous les experts. Vous en voyez qu'il y en a qui sont enthousiastes, d'autres un peu moins. Mais ils y sont bel et bien arrivés. Vraiment, tout le mérite leur revient. Ils sont arrivés à atteindre ce record de champ magnétique qui constitue un record mondial en fait en termes d'énergie magnétique emmagasinée dans une telle machine. Et puis donc voilà, c'était un moment très important. Et puis pour finir, un IRM, c'est pas juste un aimant, hein. Il faut un tas d'équipements périphériques qu'on va greffer à tout ça pour pouvoir faire de l'imagerie. Donc maintenant, vous le voyez ici habillé avec une belle table, c'est joli et sexy. On a les ordinateurs, on a les consoles, les amplificateurs, etc. pour enfin faire de l'imagerie. Donc là, on arrive en 2017, voilà. Et alors, on va faire un tout petit saut, on va aller jusqu'en 2021, puisque c'est en 2021 que les premières images ont pu être réalisées. Mais il a fallu attendre 2023, donc hier quand même, pour qu'un cerveau humain soit exploré. Et vous avez exploré celui de 20 volontaires. Racontez-nous, ils n'avaient pas eu peur de mettre les premiers humains dans la machine? Si, il y a eu un peu de crainte, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, avant de mettre des gens, bien sûr, on doit s'assurer que tout va bien. Donc, il y a toujours un risque que ça casse, tout simplement parce qu'on injecte des courants dans des bobines de gradient. Ces courants sont importants et en présence de champs magnétiques se créent des forces. Comme en fait on allume, on éteint sans arrêt ces courants, ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés dans les IRM. Oui, ça fait du bruit, les IRM. Oui. C'est assez, les niveaux sonores sont assez élevés. Et sont amplifiés en proportion? Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, vous avez une courbe de vibration en fonction du champ magnétique. Et vous voyez qu'on y est allé tout progressivement parce qu'on avait peur. Il y a eu une catastrophe comme ça en 2012 aux États-Unis qui avait un aimant de 11,7 Tesla. Il a cassé. Pour ces mêmes raisons, c'est que ces vibrations à la fin, eh bien, ça cause du dépôt d'énergie dans le bain d'hélium, ça chauffe et on peut vraiment perdre cet état de supraconductivité et donc vraiment endommager sérieusement la machine. Donc on a fait toute une panoplie de tests d'acoustique, de vibration, de mesure d'énergie, de perturbation du champ et vous avez ici une illustration d'image qu'on avait sur ce qu'on appelle un fantôme. Donc on met simplement une boule d'eau, donc on doit avoir une belle boule là, un beau cercle. Vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. Vous avez cette duplication de fantômes qui est un gros problème. Et expliquez-nous juste pourquoi cette boule d'eau est devenue cette chose
à la forme un petit peu improbable. Justement, à cause des vibrations. Donc, au départ, on avait, notre priorité, c'était sécuriser l'installation, sécuriser l'aimant. Donc, on a expérimenté avec des choses qui étaient un peu osées, on va dire, sauf que des fois, vous voyez, ça sécurisait l'aimant, mais par contre, ça donnait pas des belles images. Donc, on a dû réviser notre copie, on a dû revenir en arrière, on a dû vraiment investiguer tout ça pour résoudre le problème, comme je vais pouvoir venir. Et puis donc, en effet, quand on était rassuré que tout allait bien, qu'on n'allait pas casser la machine, effectivement, en 2021, on a fait passer un légume, un potimarron, vous voyez. Alors, pourquoi le potimarron ? On était en octobre, donc ça semblait être la saison. Et puis aussi, en fait, rétrospectivement, on est plutôt content de notre choix, parce que vous voyez, il y a tous ces détails, on voit ces fibres, on voit ces pépins, ces fluctuations de luminosité. Enfin, ça en rend en fait un légume intéressant en fait. On a essayé avec un poivron et c'était ennuyeux comme la mort parce qu'on voit rien, on voit de l'air et donc il y a rien à voir. Et donc on était plutôt content de ce choix-là. Une petite parenthèse là que je fais, c'est il suffit pas en fait d'avoir l'aimant livré, le champ, tout fonctionne, etc. On casse rien pour que ça marche. Plus on augmente ce champ magnétique et plus c'est complexe vraiment à opérer. C'est aussi pour ça en fait que ça prend du temps lorsqu'on augmente le champ. C'est parce que les problèmes, ces vibrations, etc. deviennent de plus en plus difficiles à résoudre. Donc là, vous avez en fait une image de cerveau acquise à 11,7 Tesla, mais sur cerveau post-mortem. Donc c'est une pièce anatomique ici qui nous avait été prêtée par le musée national d'histoire naturelle de Paris. Et à gauche, vous voyez, c'est moche. Ce qu'on voit, c'est que oui, on voit un cerveau, mais il y a plein de zones là où on voit rien. Et ça, c'est lié à certains de ces problèmes dont je viens de mentionner. Et donc, on met en place une technologie là qu'on a dû développer vraiment, qu'on a dû améliorer sur presque une dizaine d'années en se faisant la main à cette Tesla pour résoudre ces problèmes. Et à droite, vous avez le résultat de ça. Donc, on arrive à boucher ces trous. C'est pas du traitement d'image ici, c'est vraiment agir au cœur de l'acquisition pour résoudre ces problèmes. On a continué un petit peu notre exploration, toujours sur pièces anatomiques, où là, vous voyez, on est à 0,2 mm de résolution isotropique, donc on parle de voxels parce que on parle de volume. Sur vos écrans de télévision, on parle de pixels. Donc plus vous avez de pixels, plus les images sont belles. Donc ici, plus justement on a de voxels et plus on a de l'information en 3 dimensions. Donc là, c'est toujours sur pièces anatomiques. Et vous voyez, là, on explorait, on voyait un peu ce qu'on pouvait faire. Et on commençait déjà à être excité pour ce qu'on pouvait faire, cette fois in vivo, c'est-à-dire sur le volontaire sain. Et puis, c'en est venu justement les premières acquisitions sur l'homme. Le premier homme. Exactement. Donc, il faut savoir que tout ça s'inscrit dans un cadre réglementaire assez strict. On n'est pas des sorciers, on va faire des expériences sur l'homme. Donc, on doit demander une autorisation auprès de l'Agence nationale de sûreté et du médicament et d'un comité d'éthique. Donc, on a envoyé notre dossier en 2022. C'est la première fois que des gens allaient être exposés à un tel champ magnétique. Donc, on avait fait nos études, on avait fait notre revue de littérature, notre étude de risque, etc. Bon, ça a été accepté. Et donc, ils nous ont permis de passer 20 volontaires, parce qu'on a dit, OK, mais allons-y d'abord doucement, pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet. Donc, c'était vraiment la priorité numéro 1 de confirmer qu'il n'y avait pas d'effet, pour qu'on puisse continuer nos recherches dans le futur à plus grande échelle. Donc il y avait 1h30 d'imagerie, on a fait des tests de génotoxicité, on a demandé aux volontaires est-ce que vous avez ressenti quelque chose, des tests d'équilibre. Là vous me voyez là sur une plateforme un peu à droite, c'est un peu comme une Wii là, et puis ça mesure votre posture, votre stabilité. Il y avait aussi... C'était vous le premier volontaire ? Non, on n'avait pas le droit, j'aurais bien voulu, mais en fait non, on s'interdit, nous chercheurs, de le faire, donc on demande à des volontaires externes. Ensuite, il y a des mesures physiologiques et des tests cognitifs. Et quelque chose dont on est un petit peu fier, c'est que en fait, on a fait 20 passés volontaires à 0 Tesla. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il y avait ce questionnaire de sensation. Donc, imaginez, je vous recrute et je vous dis, allez-y, bonne chance, vous êtes le premier à passer dans un champ magnétique de 11,7 Tesla. On peut vraiment imaginer que votre esprit part un peu dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu isoler ce biais peut-être psychologique et faire exactement les mêmes expériences en faisant croire aux volontaires que tout était normal, que le champ magnétique était là, sauf qu'il n'y en avait pas. Et comme vous le savez, ça fait du bruit. Et donc, pour leur faire croire qu'il y avait vraiment un IRM derrière,
on avait enregistré les séquences et puis derrière, on a joué le bruit avec une enceinte qui était cachée, etc. Et figurez-vous, en fait, que ça a payé. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui, le lendemain, nous ont dit « Ah oui, j'ai des étourdissements, ah oui, j'ai des maux de tête, etc. » Effet nocebo. Voilà, exactement. Et du coup, on est content d'avoir fait ça parce qu'on a pris un peu de recul sur ce que les gens véritablement passés à 11,7 Tesla pouvaient nous témoigner. En tout cas, voilà, on y vient, les images in vivo sur volontaire. Donc là, c'est pas une résolution qui est record, c'est 0,8 mm dans les 3 directions de l'espace. Et encore une fois, là, je vous montre quelque chose de manière volontaire. Hein. Au départ, c'est moche. Il y a ce problème-là, cette virgule noire où on voit rien. Et il faut vraiment ici avoir des physiciens et des experts qui corrigent tout ça avec vraiment les techniques d'acquisition qu'on a développées depuis une dizaine d'années. Mais là, vous voyez, je commence à monter un peu en gamme. Voilà une résolution maintenant de 0,2 mm dans le plan, 1 mm d'épaisseur, acquise en à peu près 4 minutes. Donc 0,2 mm, ça représente à peu près 4 fois l'épaisseur d'un cheveu humain. Donc ça devient vraiment ici intéressant. Et puis vous voyez, quand on zoome sur cette partie du cerveau qu'on appelle le lobe occipital, on commence à voir tous ces détails, les veines, aussi des nuances de signal dans le cortex, là où on a la matière grise, avec des variations de signal qui correspondent à ce qu'on appelle les couches corticales, où on soupçonne joue un rôle dans notre manière de traiter les informations. Et puis bien sûr, la question que tout le monde nous posait, c'est mais comment c'est à plus bas champ, etc. Alors on a fait l'effort, on est content de l'avoir fait, c'est qu'on a répété exactement la même chose à des champs magnétiques plus faibles, c'est-à-dire à 3 Tesla, à 7 Tesla et 11,7 Tesla, donc tout ça à Neurospin. Et donc là, vous avez vraiment une illustration parfaite de ce qu'on gagne là lorsqu'on monte en champ magnétique en termes de qualité d'image. Alors j'en vois déjà se dire, mais si je vais à l'hôpital, moi, me faire un diagnostic de cerveau, mais pourquoi j'y vais là ? Franchement, à 3 Tesla, on voit rien. Alors il y a une petite précision, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que là, tout ça, c'est à résolution, donc finition égale. C'est pour cette raison qu'à 3 Tesla, vous avez cet aspect sel et poivre qui rend vraiment le diagnostic difficile. Néanmoins, si vous allez en milieu hospitalier établir un diagnostic, le radiologue va pas chercher cette précision, il va faire des voxels beaucoup plus gros, et là on va perdre justement cet aspect sel et poivre, et on va regagner en qualité. Donc là c'est vraiment pour montrer qu'à résolution égale, tout technologie égale, excepté ce champ magnétique, eh bien en fait cette résolution n'est simplement pas accessible au plus bas champ magnétique. Là, vous avez une comparaison encore zoomée là, sur le lobe occipital 7 Tesla, 11,7 Tesla. Donc là, je me répète un peu. Et puis voilà, là, pour finir, c'est un peu le mieux qu'on ait pu faire jusqu'ici. Rappelez-vous, on avait 20 essais. Hein, c'est pas énorme parce que des fois, les volontaires, ils bougent aussi et les données sont pas si jolies. Mais en tout cas, celle-là, c'est nos plus beaux cliché, celui-là aussi, on l'aime beaucoup. Donc ça représente une coupe sagittale d'un cerveau, donc une coupe orthogonale de cette manière-là. Et puis là, vraiment, lorsqu'on zoome sur le cervelet, vous voyez qu'on le découvre dans toute sa poésie, avec toute cette arborescence qui rend les choses vraiment sympas. Donc maintenant, vous lancez une étude sur 100 volontaires. Hein. Vous cherchez quoi dans un premier temps ? Alors effectivement, les nouvelles étapes, là on vient de déposer une nouvelle demande d'autorisation. Maintenant qu'on a pu confirmer que tout le monde allait bien, on a fait cette demande d'autorisation pour pouvoir scanner à plus haute échelle. Et l'une des premières choses, c'est justement on veut rendre ces acquisitions plus robustes. Là, je vous montre le beau côté de la médaille. Hein. Il y a plein de données qui n'étaient pas jolies tout simplement parce que imaginez que l'IRM c'est un appareil photo. Vous prenez votre téléphone portable, vous prenez une photo, sauf que votre objectif s'ouvre pendant 5 minutes. Demandez à la personne de ne pas bouger pendant 5 minutes. Voilà. Donc si la personne bouge, ça va rendre les images floues et on va perdre en qualité et elles sont achetées à la poubelle. Donc on doit développer ici des méthodes, améliorer nos techniques, pour rendre les acquisitions plus rapides, mais aussi pour développer des méthodes de correction qui vont compenser justement pour ce mouvement. Une fois que tout ça c'est sécurisé, on va vouloir développer des projets applicatifs, c'est-à-dire qu'on va vraiment là s'associer avec des neurologues, avec des médecins, pour aller investiguer les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer,
la sclérose en plaques. Et d'ailleurs, c'est vraiment ces images que vous avez montrées ont rendu beaucoup de gens enthousiastes sur le potentiel que cela peut avoir pour la maladie de Parkinson. Il y a des endroits donc, sollicités dans la maladie de Parkinson, comme ce qu'on appelle le locus ceruleus, qui est vraiment tout petit, qui fait à peu près 1 mm sur 2. Et donc, c'est difficile vraiment à dessiner et à cerner si on n'a pas la résolution, la finesse dans ces images. Il y a un volet aussi qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, où là, on regarde les neurones en action. Donc là, on fait des images pendant 10 minutes du cerveau d'un volontaire. L'acquisition d'une image prend environ 3 secondes, et on fait effectuer des tâches au volontaire. Donc ça peut être des choses très simples, comme lire une phrase, ou alors faire un calcul mental, ou alors appuyer sur des boutons, etc. Et en fait, il va y avoir un très léger changement de signal local en fonction des neurones qui vont être activés. Et donc, on va pouvoir détecter comme ça, en fait, l'agencement spatio-temporel des régions qui sont sollicitées lorsque vous effectuez ces tâches cognitives. Et puis pour finir, il y a les maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire. Donc le trouble bipolaire, par exemple, pour le traiter, on utilise un médicament à base de lithium. Alors on constate son efficacité, mais en revanche, on ne comprend pas trop comment ça marche. L'IRM, plus on augmente ce champ magnétique, plus on peut devenir sensible justement à d'autres espèces chimiques que l'eau, et donc pouvoir potentiellement détecter, mieux comprendre justement la répartition ici spatiale, d'où le médicament va agir. Et le dernier, donc toujours en termes de psychiatrie, parce que c'est aussi à la mode, on compte sur l'intelligence artificielle pour aller analyser ces données. Lorsque vous avez une image 3-dimensionnelle du cerveau, comme ça, l'œil humain ne sait pas forcément où aller regarder. Il y a tellement de voxels, tellement de variations de signal, etc. C'est très dur à analyser avec l'œil. Et donc, ce qu'on espère, c'est que les algorithmes basés sur l'intelligence artificielle vont pouvoir détecter une espèce d'empreinte digitale ici dans ces données de cerveau pour aller identifier le fait que oui, potentiellement, vous êtes susceptible de développer de la schizophrénie plus tard dans le futur. Au niveau vasculaire, est-ce que vous pourrez mesurer aussi les conséquences d'un accident vasculaire cérébral, ou vous n'êtes pas du tout dans vos champs de recherche? Alors, si, on a des ressources humaines aussi pas infinies, donc c'est un champ d'investigation. Là, à l'heure actuelle, c'est pas la priorité. Néanmoins, comme on ambitionne de s'ouvrir à la communauté internationale pour faire profiter justement de cet instrument exceptionnel, si un projet d'envergure et ambitieux se présente à nous, on le prendra avec plaisir. Alors, dernière question avant de passer la parole à la salle, parce que je suis sûr qu'elle a 1000 questions à poser. Vous dites que la France est effectivement en pointe dans ce domaine. Comment vous voyez l'avenir? Vous avez dit peut-être un accès à des chercheurs de tout pays. Comment ça va évoluer, et quand est-ce qu'éventuellement on pourra utiliser ça? Je ne dis pas en routine, mais peut-être plus régulièrement pour les personnes qui en ont besoin. Donc là, on se donne à peu près encore 2 années pour vraiment consolider nos méthodes d'acquisition, pour rendre tout ça robuste, et vraiment à partir de ce moment-là, à ouvrir la porte justement à des projets applicatifs. On est déjà en contact avec certains chercheurs pour aller investiguer la sclérose en plaques ou Parkinson. Et puis pour ce qui est de la France, là je reviens sur la carte de tout à l'heure. Donc on était en 2001, vous vous rappelez. Là maintenant on est en 2025, donc si on fait le bilan, il y a une centaine d'IRM 7 Tesla maintenant dans le monde. Donc en 2001 il n'y en avait qu'un, et donc tout ça, ça traduit justement cette course continue vers des champs de plus en plus intenses, pour percer davantage les secrets du cerveau humain. Donc maintenant, on compte un 9,4 Tesla en Allemagne et en Hollande, un 10,5 Tesla à Minneapolis. Donc il y a ce 11,7 Tesla dont on dispose à Saclay. Il y en a un autre en Corée du Sud, mais qui a de conception totalement différente et qui n'a pas encore délivré d'image sur l'homme. Donc on demeure encore en tête. Et puis vous voyez que le projet, au final, a été quand même assez visionnaire,
visionnaires. Il y a les Américains qui aussi essaient de s'y mettre sur la côte Est, les Anglais, il y a Shanghai, et puis là, il y a Hollande qui planche sur un projet de 14 Tesla. Mais ceux-là restent exploratoires, c'est-à-dire qu'ils ont le financement, mais il n'y a pas encore d'aimant, il n'y a pas encore d'image. Donc ça reste encore un pari. Donc aujourd'hui, on reste encore à la tête du peloton. Merci. On va tenter les questions. Vous avez des questions? Oui. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Moi, j'ai une question sur le protocole là, pour faire les tests. Ça veut dire que vous avez des malades Alzheimer que vous allez passer dans la machine. Ma deuxième question aussi sur le protocole, pour l'IRM fonctionnel. J'ai cru comprendre que l'IRM c'est beaucoup plus puissant bien sûr que celui qui est à l'hôpital. Alors déjà je trouve que c'est horrible, c'est bruyant. Comment vous arrivez justement à ce que les personnes soient isolées de toute cette ambiance pour qu'ils fassent vraiment les bons tests et que ce ne soit pas perturbé? Alors c'est vrai, c'est une difficulté. Hein. Donc pour ce qui est de la question sur Alzheimer, oui, effectivement, tout protocole clinique doit nécessairement être encadré par un médecin qui doit s'occuper du recrutement, etc. Donc ça met en place une logistique qui est pas simple, hein. Mais en tout cas c'est ce qu'on compte faire. Ensuite pour l'IRM fonctionnel, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Donc on met des protections auditives, bien sûr. On mesure chaque séquence qu'on joue pour s'assurer qu'on dépasse pas des seuils légaux, donc normalement c'est désagréable, mais on n'endommage pas l'oreille, hein, normalement. Et puis pour ce qui est des tests, bon, si c'est de la lecture, normalement ça interfère pas. Pour ce qui est des tests acoustiques, enfin des simulations auditives, bon, là on se pose des questions, effectivement. Donc il y a des solutions qui sont proposées avec de la compensation active de bruit. Il y a une compagnie qui s'est mise à faire ça, mais bon, oui, on s'interroge un petit peu. C'est encore de la recherche. Oui, voilà. Il y a encore beaucoup de choses à trouver. Une dernière question. Moi, j'aimerais juste savoir, dans le corps humain, il y a des différents minéraux et métaux et, qui doivent du coup réagir à un champ magnétique. Quelle est la limite avant qu'on puisse ressentir des effets dans le corps de l'homme et du coup, quelle serait la résolution maximale atteignable avant que cela devienne dangereux pour l'homme? C'est une bonne question, hein. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on y va doucement et c'est pour ça qu'on y va prudemment. Vous voyez que les Hollandais donc, travaillent sur un projet de 14 Tesla. Il y avait les Allemands à une certaine époque, ils rêvaient d'un 20 Tesla, mais ils n'ont jamais eu le financement pour le faire. Il y a des calculs et des résultats qui effectivement indique que le sang serait, la circulation du sang serait un petit peu affectée sous l'effet d'un champ magnétique, mais ça reste en tout cas jusqu'ici très, très faible. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, est-ce qu'il existe une limite? Ça, on ne sait pas. Après, il y a des données qui suggèrent quand même d'être prudent. Donc, pour vous donner un exemple, Minneapolis, donc, qui était vraiment à la tête pendant un certain temps, ils sont arrivés avec leurs 10,5 Tesla, ils ont fait des tests sur des rats, 10,5 Tesla et 16,4 Tesla. Ils les ont exposés vraiment beaucoup, hein. C'était des semaines entières, et puis des semaines après l'exposition, il y avait certains rats, pas tous, mais qui tournaient un peu sur eux-mêmes. Donc heureusement ils n'ont pas vu ça à 10,5 Tesla, donc tout allait bien, mais du coup nous ça nous a forcé à refaire ces tests à 11,7 Tesla et on n'a rien vu, mais du coup ça quand même ça recommande de la prudence. Moi, j'ai une toute petite question pour finir. J'ai entendu dire que plus le nombre de Tesla était important, plus la lumière de l'IRM était petite et que finalement ça serait réservé à des patients qui n'étaient pas trop gros. Moi, j'ai pas entendu ça. Alors ça va. Donc on m'a raconté n'importe quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé. Merci à vous d'avoir été avec nous.